Bonjour à tous, bienvenue pour ce bulletin numéro 18 d'idées pour l'histoire. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une série d'émissions. En fait, j'ai regardé un peu plus attentivement le calendrier depuis la dernière fois et j'ai réalisé que par rapport à la volonté de diffuser au cours de la première semaine pleine du mois de février le documentaire sur la bataille de la Marne, la première bataille de la Marne, il était nécessaire par rapport à la taille que le documentaire fera, pour pas que ce soit un documentaire d'1 heure et demie difficile à monter et puis difficile à illustrer. J'ai décidé de vous faire une série de 3 communications, donc cette semaine et puis les 2 suivantes, au sujet de ce qui s'est passé au niveau doctrinal, au niveau de l'art de la guerre entre 1864 et 1865, la fin de la guerre de sécession aux États-Unis et puis le début de ce qu'on appelle les guerres de réunification de l'Allemagne, donc avec la guerre contre le Danemark, puis la guerre contre l'Autriche-Hongrie, puis la guerre contre la France en 1870-71, de vous faire donc un tableau en 3 épisodes de l'évolution des réflexions au cours de cette période pour mieux comprendre ce qui va se jouer en septembre 1914 sur la Marne entre l'armée française, appuyée modestement par son allié britannique, et puis l'armée impériale allemande. Parce que si on n'a pas en tête l'ensemble de ce qui s'est joué en termes de débat au cours des 40 ans, enfin des 50 ans même qui précèdent la Première Guerre mondiale, on a une vision qui est toujours, encore aujourd'hui, biaisée de ce qui s'est joué et du comment s'est déroulée cette bataille de la Marne, et est-ce ou non un miracle pour l'armée française, ou est-ce finalement une victoire tout à fait logique par rapport justement à tous ces débats qui ont secoué l'Europe entière, hein, entre donc 1864 et 1914, où tous les futurs belligérants ont tenté de trouver des solutions à la situation dans laquelle ils se trouvaient. Voilà, donc on va discuter de ça. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie encore une fois des commentaires globalement très positifs qu'on a reçus sur la dernière émission sur la bataille de Saint-Vite. Hein. Je vous invite une fois encore à vous procurer, hein, on en reparlera en fin d'émission, mais le numéro de Ligne de Front dans lequel il y a l'article complet sur cet épisode. Je vous remercie aussi pour vos dons, hein. Je vous invite à les poursuivre parce que la semaine dernière, je vous ai exposé un petit peu les grandes lignes des documentaires qu'on souhaite pouvoir filmer sur les lieux des batailles, et donc ça nécessite à chaque fois des déplacements, une intervention éventuellement technique, etc. Donc il faut, et puis parfois aussi, ça nécessitera l'achat de documentation, donc vos dons sont toujours les bienvenus, quel que soit leur montant, hein. Le but c'est de pouvoir faire à la fois donc ces déplacements, acheter de la documentation, et puis nous permettre de faire de temps en temps un petit peu de publicité via les outils que nous offre YouTube ou Facebook, de telle sorte à ce qu'on continue. Le nombre d'abonnés ne cesse de croître, hein. On a passé la barre des 3200 la semaine dernière, donc merci à vous tous de tous vos efforts, et n'hésitez pas à les poursuivre, hein. Je l'ai dit, même si c'est modestement, hein. Je l'avais dit à l'époque où j'étais sur la chaîne de Régis de Castelnau. Aujourd'hui, il y a 3200 abonnés. Essayez d'imaginer si chacun d'entre vous, tous les mois, donne modestement 1 euro, les moyens dont on disposerait pour pouvoir faire des émissions beaucoup plus habillées, beaucoup plus abouties techniquement, avec des moyens pareils, hein. Voilà, donc à vous de réaliser ce que ça représente, et puis comme c'est encore le cas donc pour la période jusqu'au début du mois de février, tout don, toute personne qui fait un don recevra donc le PDF sur la bataille de Hamburger Hill au Vietnam en 1969, et à partir donc
du mois de février, après le documentaire sur la bataille de la Marne, on passera au PDF sur la guerre des bourgs entre l'armée britannique et les colons sud-africains. D'ailleurs, c'est un épisode qui jouera un rôle clé dans l'évolution de la pensée et des conceptions doctrinales entre donc 1864 et donc 1914. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette problématique de l'avant Première Guerre mondiale, on doit prendre en compte donc les guerres de réunification que j'ai évoquées, la guerre de sécession. On a évoqué dans une des émissions précédentes la fameuse campagne de Virginie de Grant sur laquelle j'ai travaillé il y a maintenant presque 6 ans pour publier un livre chez Economica. L'art de la guerre dans cette deuxième moitié du 19e siècle est en pleine ébullition, c'est-à-dire qu'on est en train de quitter peu à peu le monde des guerres napoléoniennes et même des guerres frédériciennes du XVIIIe siècle, avec ces grandes batailles rangées, avec ces concentrations systématiquement sur un point géographique donné pour régler une bataille, point géographique que généralement le commandant en chef des armées est capable d'embrasser du regard sans perdre de vue l'ensemble de son armée. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est-à-dire que avec à la fois la guerre de Crimée et la guerre de sécession, on l'avait déjà vu à la fin de l'Empire, notamment avec une bataille comme Leipzig. Le champ de bataille s'étend au-delà de la vue du commandant en chef et la capacité pour celui-ci d'exercer le commandement, le contrôle et les communications, hein, le fameux C3I, enfin le fameux C3 du C3I, hein, puisque le dernier point, le I, c'est pour le renseignement, devient de plus en plus difficile, voire même impossible. C'est-à-dire qu'on va devoir considérer non plus la bataille sur un point, mais sur une étendue qui dépasse cette capacité. Donc on a vu pendant la guerre de sécession que pour régler cette difficulté, pour tenter de pallier cette difficulté, le télégraphe va jouer un rôle important, mais on reste toujours dans l'idée qui était celle des siècles précédents depuis que l'art de la guerre existe, c'est la bataille décisive, c'est-à-dire que on considère, alors la guerre de sécession commence à nous faire sortir de ça, hein, je l'ai dit, avec les opérations qui sont menées, les opérations offensives qui sont décidées et menées par Grant au début du printemps 1864, mais on reste en Europe notamment dans l'idée que une bataille ou peut-être deux batailles sont capables de faire basculer le sort d'une guerre et donc de permettre à un adversaire de l'emporter dans des considérations qui sont assez rapides en termes de temps. Hein. On l'a vu par exemple pour la France contre l'Autriche-Hongrie en 1859 à Solferino et Magenta. Il faut deux batailles pour régler le problème que pose l'Autriche-Hongrie à la volonté de l'Italie d'assurer son unification et son indépendance. Et donc, on considère qu'on peut continuer dans cette veine-là. Les Allemands qui sont à la pointe de la réflexion à l'époque restent eux aussi dans cette vision frédéricienne qu'une seule bataille ou deux batailles vont pouvoir faire basculer le sort d'une guerre. C'est pour ça que, par exemple, la bataille de Sadowa en 1866 reste un modèle pour les Allemands, hein, au cours d'une seule bataille, malgré des difficultés logistiques qu'auraient pu porter atteinte au plan allemand. Eh bien, on a quand même la capacité d'obtenir la décision et d'en finir rapidement avec le différend qui occupe les Prussiens et les Autrichiens sur la prédominance de l'espace germanophone. Donc, les Allemands poursuivent leur réflexion dans ce paradigme-là et vont se dire, bon ben voilà, nous on reste attachés à ce qu'on appelle la Vernichtung Schlacht, qui est donc la bataille d'annihilation, c'est-à-dire qu'en une bataille on obtient une décision, donc Sadowa les conforte dans cette idée. Quand ils vont se retrouver à attaquer la France en 1870, non pas à leur initiative, hein, c'est la France qui a déclaré la guerre à la Prusse, hein, ne l'oublions pas, mais quand ils vont passer eux en phase offensive après les batailles des frontières,
ils vont rester attachés à cette idée que, alors bon, pas en une bataille, mais en quelques batailles, on va parvenir à obtenir la décision. On le voit tout au long du mois d'août 1870, après les batailles sur les frontières, notamment dans les batailles qui se déroulent autour de Metz, les batailles de Borny, Gravelotte, Saint-Privat, où à la fin de cet épisode, il reste plus pour les Allemands qu'une armée à vaincre, c'est celle qui a réussi à se réfugier malencontreusement dans le cul-de-sac de Sedan avec MacMahon à sa tête. Et bon, voilà, une fois que la bataille de Sedan est terminée, ben, pour les Prussiens, la guerre est terminée. Il n'y a plus d'armée impériale, celle qui est restée autour de Metz sous le commandement de Bazaine, elle est enfermée dans Metz, et donc pour eux c'est terminé. L'empereur a été obligé de se rendre, il est prisonnier des Prussiens, et donc les Allemands ont la mauvaise surprise le 4 septembre de découvrir qu'avec la proclamation de la République, eh bien la France ne s'avoue absolument pas vaincue. C'est une première dans la façon dont les Allemands d'une part, enfin les Prussiens notamment, abordent un conflit, c'est-à-dire que pour eux, eh bien, c'est absolument pas envisageable, enfin ce n'était pas envisageable que la guerre se poursuive. Pour eux, voilà, l'empereur s'est rendu, l'empire est par terre, et donc la France va capituler, et les Allemands vont pouvoir lui imposer ses conditions, avec notamment la volonté de nous prendre l'Alsace et une partie de la Lorraine. Donc, premier déboire par rapport à la doctrine de l'époque, c'est que pour les Allemands, eh bien, il va falloir poursuivre la guerre. Et donc il va falloir se dire bon, alors on remet en cause notre concept de bataille d'anéantissement, de stratégie d'anéantissement en un seul coup, et basculer éventuellement vers la bataille, ou en tout cas la campagne d'attrition, pour éliminer les différents éléments militaires d'abord, et puis donc par voie de conséquence politique de l'adversaire, afin de le forcer à accepter une paix à nos conditions. Alors ça, c'est la partie qui, si on peut dire, concerne l'approche doctrinale stratégique, mais en même temps, on constate un autre problème qui va donc cohabiter, une autre problématique de compréhension des doctrines et d'application des doctrines qui marchent l'une à côté de l'autre, qui ne sont pas sans rapport d'ailleurs l'une avec l'autre, c'est que en même temps, les combats au niveau tactique, les batailles, se déroulent de manière complètement différente à cause de l'évolution technologique des armes à feu à partir de cette période-là. C'est-à-dire que la guerre de sécession va nous montrer toute l'efficacité des fusils d'infanterie à emrayer, avec les fameuses balles miniers, va nous montrer ensuite avec l'apparition du fusil à chargement par la culasse, donc notamment pour nous français le fameux chasse-peau. On va avoir une modification de la tactique sur le terrain qui va être mais alors monumentale, c'est-à-dire que on va avoir deux choses, le chasse-peau avec donc une cartouche qui s'insère par la culasse directement et complètement. On va avoir une capacité en termes de distance, et donc de créer par rapport à un ensemble, un bataillon qui se met à tirer, on va pouvoir créer un véritable rideau de feu défensif contre l'adversaire, et donc ça les Allemands vont l'expérimenter chèrement au cours des combats d'août 1870 et même après, mais en tout cas en août 1870 contre l'armée impériale, qui est quand même une armée professionnelle, et donc qui forme correctement ses soldats. L'armée prussienne va subir des pertes colossales à chacune de ses victoires par rapport à ce rideau de feu qui est dressé par nos chasse-peau. Et puis ensuite, ça change quelque chose, mais alors qu'on n'imagine pas, qui est radical au niveau de la façon dont les combattants vont se comporter, c'est que ce chargement par la culasse permet aux combattants de ne pas simplement se retrouver debout au moment du combat. C'est-à-dire que pendant la guerre de sécession, j'en ai fait moi-même l'expérience au cours des commémorations et des reconstitutions du 150e anniversaire de Gettysburg, il y a maintenant un peu plus de 10 ans, quand vous retrouvez avec un fusil Enfield 1859, eh bien
vous êtes obligé d'être tout le temps debout pour pouvoir le charger, pour pouvoir introduire la balle, la poudre, etc. Parce que si vous êtes dans une autre position, eh bien vous avez la longueur de votre fusil qui vous gêne. Alors vous pouvez éventuellement vous mettre accroupi et puis placer le fusil derrière vous, mais c'est très inconfortable. Vaut mieux être protégé à ce moment-là pour pouvoir le faire sans risquer de se prendre une balle. Donc c'est plutôt une technique qui est réservée à des tirailleurs ou à des unités qui opèrent de manière un peu isolée, mais sur le champ de bataille, on reste avec des lignes qui se tirent dessus à 100-150 mètres à peu près de distance, sans que personne ne puisse se protéger. Là, le chargement par la culasse permet aux combattants d'être dans toutes les positions, à commencer par une position qui est très avantageuse, d'une part pour avoir un tir précis, et puis d'autre part pour se protéger, qui est la position allongée. C'est-à-dire que vous allez avoir le réflexe naturel du combattant qui va dire, bah moi, je pose, on le voit sur les cartes postales de 1914, je pose mon sac à dos devant moi, je mets mon fusil, je le pose sur le sac à dos pour bien le mettre dans un angle de tir, et puis donc le stabiliser, et je fais rentrer autant de cartouches que je veux par la culasse sans avoir besoin de reprendre mon arme, donc je gagne du temps, bien évidemment, il y a une cadence de feu qui augmente, mais en plus, le combattant peut se protéger et mieux ajuster son tir. Donc, cette révolution-là va aussi enfin, être l'objet de réflexion. Elle est combinée à l'apparition pendant la guerre de sécession de ce que les Américains appellent the rifle artillery, c'est-à-dire que vous avez des pièces, cette fois-ci, bah là c'est pareil, qui sont chargées par la culasse, c'est-à-dire qu'on a une cadence de tir. Alors là, en Europe, ce sont les Prussiens avec Krupp qui mettent en place les premiers des canons très efficaces et qui vont soutenir les attaques allemandes pendant toute la guerre de 1870, avec là, à l'inverse, donc les Français ont un barrage de feu d'infanterie, et puis bah, les Allemands, eux, ont un barrage efficace de feu d'artillerie. Parce que voilà, si vous chargez un canon par la culasse, c'est pareil, vous allez beaucoup plus vite, cadence de tir plus élevée, le canon tire plus loin, etc. Donc, là encore, modification tactique majeure sur le champ de bataille. On voit d'ailleurs toute la différence si on étudie de manière détaillée le barrage d'artillerie qui est tiré par les Confédérés, notamment à Gettysburg le troisième jour en préambule de la charge de Pickett, et le barrage d'artillerie qui est mené par l'armée impériale, la future armée impériale, l'armée germano-prussienne encore en août 1870 pour attaquer le village de Saint-Privat et soutenir l'assaut de la garde impériale, la garde royale prussienne, je vais y arriver, excusez-moi de ces petites différences d'adjectifs par rapport aux dates, pour soutenir la garde royale prussienne, eh bien on voit tout de suite la différence, hein, on a seulement 7 ans d'écart, et on voit que le barrage d'artillerie est beaucoup plus puissant et beaucoup plus précis que celui qui a été fait par les Confédérés 7 ans auparavant, parce que là on a vraiment des pièces qui sont toutes à chargement par la culasse, avec une efficacité en termes de qualité de poudre et de munitions, qui donc permet de dresser là encore un mur de feu offensif pour attaquer une position réputée importante, ou en tout cas très favorable aux défenseurs. Donc, tout au long de la période entre 1870, à partir du moment où ces armes sont en dotation à la fois chez les Prussiens et donc les armées alliées allemandes dans l'armée française, on va avoir une réflexion sur la façon dont tactiquement on doit mener le combat. Et donc, cette réflexion tactique, elle est en corrélation avec la réflexion stratégique, puisqu'on se dit, bah voilà, alors la bataille décisive n'est plus possible, même une succession de batailles décisives, ça ne fonctionne pas non plus, donc il faut basculer de cette idée de stratégie de bataille d'anéantissement vers une stratégie d'attrition, hein, il va falloir user donc les moyens de l'adversaire, et puis sur le terrain, on a cette idée qu'on va combattre différemment, et alors là, va s'ajouter un autre élément, hein, dans l'armée française, on commence à employer ce que nous, Français, appelons le canon à balles, hein, Réfi, qui est finalement une espèce de copie en
termes de forme de la Gatling américaine, donc avec ce système où on mouline pour tirer. Alors ça, c'est ce qu'on considère comme l'ancêtre de la mitrailleuse. Hein. D'ailleurs intéressant de noter que dans la conception de ce canon à balles Réfi français, Napoléon III a participé parce que c'était quelqu'un qui s'intéressait beaucoup aux nouvelles technologies à l'époque et donc il avait également participé à l'élaboration du canon de 12 livres de notre artillerie. Et puis là également il s'était intéressé au développement de cette arme. Et on va voir après 1870, hein, parce que l'efficacité de la Réfi, c'est très intéressant, c'est que techniquement c'est quelque chose qui pour une première fonctionne pas trop mal. Ensuite, ce qui va déjà interroger, c'est son emploi, c'est-à-dire qu'au lieu de l'utiliser en soutien de l'infanterie ou ce genre de choses. On aurait peut-être pu penser à la création de batteries complètes pour déverser un feu continu sur certains secteurs. Et donc ça va aussi poser la question qui va occuper toute la période, qui est donc techniquement le développement des mitrailleuses et puis leur emploi. Comment employer les mitrailleuses correctement dans les nouvelles tactiques de combat sur le champ de bataille. Et on verra que, notamment au cours de la guerre des Bourgs, et puis quelques mois, quelques années après lors de la guerre russo-japonaise de 1904-1905, les mitrailleuses vont vraiment, alors là, prendre un rôle à part entière sur le champ de bataille moderne, que personne ne va vouloir accepter comme tel au sein des armées européennes, mais alors on y reviendra dans le troisième épisode de ces communications avant le documentaire, mais qui va donner là encore le là de ce que vont être les combats à partir d'août-septembre 1914 et l'emploi des mitrailleuses massivement sur le champ de bataille. Donc tout au long de cette période, on est sur ces doubles réflexions. Ce qui va poser problème pour cette idée de bataille d'anéantissement, c'est comment sortir de ce concept de bataille décisive, bataille d'anéantissement pour aller vers une stratégie d'attrition, comment on le met en œuvre, quels sont les moyens dont on va se doter, y compris d'abord en termes de réflexion intellectuelle, hein, comment on va former des officiers d'état-major pour pouvoir répondre à ces problèmes-là. Alors bien évidemment, un personnage majeur dans cette réflexion, c'est Moltke l'Ancien, qui est le chef de l'armée allemande en 1870, hein, qui va réfléchir à tout ça, qui va comprendre que la manœuvre pour ensuite encercler le dispositif adverse et le détruire va devenir de plus en plus importante. Hein. Alors le problème c'est que on croit encore à cette époque-là, on est dans les années 1871-1880, qu'on va rester sur des dynamiques de front complètement discontinus, avec des armées qui sont concentrées certes sur des espaces géographiques plus importants que ceux d'une bataille comme Waterloo par exemple, mais qui vont néanmoins avoir des flancs ouverts et on va pouvoir justement manœuvrer. Ce que personne n'arrive encore à anticiper à ce moment-là, c'est la création de fronts continus. Il faudra attendre notamment la guerre russo-japonaise et la bataille de Mukden pour arriver à une autre compréhension sur l'idée qu'on peut avoir un front continu de 160 km composé de défense avec tranchées et barbelés, comme ce sera le cas à Mukden en 1905. Hein. Donc là, dans cet intervalle, on est encore dans l'idée que la manœuvre, et là on reste chez les Allemands fidèles à la pensée frédéricienne, que la manœuvre va être capable de permettre finalement de contrecarrer l'efficacité tactique de la nouvelle puissance de feu dont peuvent disposer les belligérants, parce qu'on va les piéger, et donc on revient à l'idée qui est toujours sous-jacente dans la pensée militaire allemande, hein, c'est la répétition de la manœuvre d'Hannibal à Cannae, hein, manœuvre qui permet un double encerclement des Romains et leur destruction. Je schématise, hein, je vous invite à lire les ouvrages sur cette période-là pour comprendre qu'aujourd'hui on sait que c'est plus compliqué, mais disons que schématiquement c'est ça. Paradigme de Cannae qui a été repris par Frédéric II au cours de la bataille de Leuthen en 1757, hein, marche de flanc, fixation de l'adversaire, et puis donc destruction de cet adversaire grâce à cette manœuvre de flanquement.
On a eu cette répétition, j'ai écrit un article, je le mettrai en lien, de cette recette, hein, finalement, frédéricienne, avec la participation, la part jouée par l'armée prussienne de Blücher au cours de la bataille de Leipzig en 1813, qui faussement conforte les Prussiens dans l'idée que c'est la bonne méthode, hein, et on va avoir donc à côté de ça, des gens qui vont dire mais attention, le problème c'est que ça va pas suffire parce que effectivement la manœuvre toute seule, on l'a vu même pendant la guerre franco-prussienne où les Prussiens, enfin les Germano-Prussiens ont beaucoup manœuvré, ça n'est pas suffisant pour pouvoir obtenir ce résultat. Alors au cours des années qui passent, 1890, etc. arrive et on voit déjà sur d'autres théâtres d'opération, je pense notamment à la guerre russo-turque, etc. On voit que, eh bien, cette manœuvre, il va falloir l'exécuter, donc comme je le disais, sur des espaces de plus en plus importants, et que ça risque de ne pas suffire de répéter la recette de Leuthen ou de Canaé, même à des échelles de plus en plus importantes, parce que les moyens qu'il faut mobiliser deviennent de plus en plus colossaux, hein, et les Allemands comprennent finalement qu'il va falloir avoir une masse critique dans l'armée, alors cette fois-ci l'armée impériale, hein, puisqu'on est après 1871, le 18 janvier, hein, c'était le 18 janvier comme aujourd'hui cette vidéo, que l'Empire allemand était proclamé dans la Galerie des Glaces à Versailles, et qu'il va falloir donc mobiliser des masses très importantes, encore plus importantes qu'en 1870, pour pouvoir tenter de manœuvrer en fixant avec un très grand nombre de soldats le corps principal de bataille de l'armée adverse pour pouvoir tenter de le déborder, et cette fois-ci sur des échelles où là on comprend tout à la fin du 19e siècle qu'on est quasiment sur des échelles qui se comptent en centaines de kilomètres et plus simplement sur quelques dizaines de kilomètres comme on avait pu le croire au départ. Et donc tout ça, ça se passe en même temps qu'on se dit, mais alors les combattants dans ces circonstances-là, comment on va les faire combattre? Est-ce qu'on va continuer d'avoir cette tactique linéaire qui nous a coûté si cher à nous Allemands au cours notamment du mois d'août 1870? Ou est-ce que, profitant des capacités que nous offrent les nouveaux fusils dont nous disposons, on va changer d'approche? Est-ce qu'on va finalement commencer à disperser les hommes sur le champ de bataille et à utiliser de plus en plus les formations de tirailleurs qui au début étaient utilisées depuis le XVIIIe siècle pour harceler l'adversaire avant l'assaut principal? Là, est-ce qu'il ne va pas falloir monter à l'assaut avec des unités qui sont ouverte, hein, plus en rang serré mais ouverte, et afin donc de limiter les pertes, et puis finalement de dire bon on fait confiance au fantassin, hein, il est armé d'un fusil donc avec chargement par la culasse qui devient très rapidement chargement par la culasse avec capacité d'avoir un magasin de plusieurs cartouches, donc de tirer 5-6 cartouches jusqu'à 8 cartouches sans avoir à recharger son fusil manuellement. Est-ce qu'on va profiter de tout ça ou pas? Et là encore on a des débats. Alors il y a un grand acteur dans ces débats, c'est le général de corps d'armée von Schichting dans l'armée allemande, hein, qui va aller très loin dans les réflexions. Il va publier un livre en 1898 sur le sujet, et on va avoir des expérimentations qui vont être faites dans les différents corps d'armée allemands. On va voir que cette capacité à finalement faire confiance aux combattants n'est pas unanime et homogène, d'abord au sein de l'armée allemande, et puis alors que dans les armées britanniques, françaises et russes, c'est quasiment hors de question. C'est-à-dire qu'il y a un rapport social entre l'ordre en rang serré et le commandement, et l'exercice du commandement, et les officiers n'imaginent pas qu'on puisse faire confiance aux combattants si on ne l'a pas, entre guillemets, mis sous sa pogne pour pouvoir le contrôler avec l'ordre serré qui fait que tout le monde est bien en rang, chacun à côté de son camarade, et qu'on ne va pas avoir des gens qui vont profiter de cet ordre ouvert pour faire demi-tour, se cacher ou éviter de combattre. Et ça, de manière
peut-être paradoxal pour certains, puisqu'on a une vision toujours des Allemands très carrés, très ceci, très cela, eh bien ce sont les Allemands qui sont qui vont le plus loin dans les réflexions et qui vont mener des expériences au cours des grandes manœuvres à la fin du 19e et au début du 20e en s'appuyant sur les travaux de von Schlichting. On va avoir des corps d'armée qui vont développer ces tactiques-là, quand d'autres ne voudront absolument pas en entendre parler, parce que pour eux, l'objectif, c'est toujours de contrôler, de cadenasser le contrôle des hommes grâce à l'ordre serré, parce qu'il a été inventé pour ça, ne l'oublions pas. Hein, au cours des siècles précédents, l'ordre serré et son corollaire à l'instruction des hommes, qui est le drill prussien, il est là pour ça. C'est d'abord pour contrôler la combativité des soldats qui sont ainsi formés sur le champ de bataille. Donc, on a vraiment quelque chose qui est extrêmement important à prendre en compte dans toutes ces données à la fois stratégiques et tactiques. On va avoir deux derniers contributeurs à ces réflexions. C'est d'abord l'historien universitaire Delbrück, et puis ensuite un autre général allemand très important qui s'appelle Van der Goltz, hein, qui a lui participé à la guerre franco-prussienne au sein d'un état-major d'armée, qui a très bien vu comment s'étaient produits les combats au niveau tactique, et donc lui il fait partie de ceux qui remettent le plus en cause l'idée de la bataille d'anéantissement. Hein. Pour lui, il va falloir passer à autre chose. Il va d'ailleurs rédiger un livre très important, enfin deux livres très importants à une dizaine d'années d'écart, c'est La Nation armée, où là il insiste sur l'idée que il va falloir effectivement sortir du concept qui était en vigueur en Europe, y compris en 1870, c'est-à-dire que toutes les armées sont des armées professionnelles. La France a démontré avec la Troisième République qu'on pouvait repasser à des armées comme celle de la guerre de sécession, à savoir des armées de conscrits qui ont une formation et une instruction limitée, mais qui combattent pour un idéal patriotique et donc qui sont capables de mener et de poursuivre une guerre, fût-elle au départ très mal engagée. Et donc Van der Goltz va dans cette idée que c'est terminé du professionnalisme que la Prusse a imposé au reste de l'Europe depuis 1815. Il faut reprendre l'idée de nation en armes, avec donc un service militaire, avec des réserves, etc. Donc c'est quelqu'un qui joue vraiment un rôle très très important. Et lui aussi, donc ça c'est en 1883, et en 1895, il écrit un autre livre qui s'appelle La conduite de la guerre, dans lequel, là encore, il revient sur le paradigme de Canaët et de Le Thème de manière très critique, en disant que dans les conditions dans lesquelles on se trouve à ce moment-là dans le déploiement des forces militaires en Europe, eh bien, ce n'est tout simplement plus possible que si on est avec un outil de commandement et de contrôle de ces armées qui est super efficace et sans faille. C'est-à-dire que pour lui, la complexité face au feu, à la combinaison du feu et de l'explosion géographique des champs de bataille, on ne peut plus répéter une manœuvre comme Canaët ou Le Thème que si on possède un outil de commandement et de contrôle qui soit dimensionné et servi par des hommes suffisamment instruits pour cela. Voilà. Donc ça, c'est, je dirais, la première partie de du grand bouillonnement intellectuel et doctrinal auquel on assiste donc de 1864 à 1914. Hein. D'abord, la remise en cause de la bataille décisive, ensuite la remise en cause des doctrines de combat tactiques des soldats sur le terrain. On verra aussi que va disparaître peu à peu, hein, j'en reparlerai dans le troisième volet, va disparaître peu à peu le rôle traditionnel de choc de la cavalerie, hein, parce qu'on l'a vu pendant la guerre de sécession déjà, et puis ensuite pendant la guerre de 1870-71, la cavalerie ne peut plus mener cette mission essentielle qui lui avait été confiée notamment au cours des guerres napoléoniennes, à savoir le choc contre les dispositifs adverses en raison de l'augmentation de la puissance de feu des fantassins et de l'artillerie. Voilà. Donc, j'espère que cette première partie vous a intéressé. Donc,
avant même de poursuivre la semaine prochaine, eh bien, je vous invite à vous procurer, hein, il est toujours disponible, mon ouvrage La Marne, une victoire opérationnelle. Hein, c'est cet ouvrage qui servira et sert à toutes mes réflexions justement sur l'héritage de la guerre de sécession et de la guerre franco-prussienne et ensuite guerre des bourgs, guerre russo-japonaise vers la Première Guerre mondiale, vers la Grande Guerre, et puis pour comprendre pourquoi il est important avant le documentaire qu'on vous donnera donc en février, d'avoir déjà quelques bases à travers ce livre. Hein. Il est disponible chez mon éditeur Les Médites. Donc n'hésitez pas, pour déflorer un peu le sujet, encore un peu plus qu'à travers cette communication, à vous le procurer. Donc ensuite, comme d'habitude, pour finir le coin des lecteurs, donc je l'ai dit tout à l'heure, hein, la bataille de Saint-Vite, le dossier sur la British Army dans le dernier ligne de front, donc qui est en kiosque encore pour quelques temps. Hein, je pense on est en train de boucler le suivant, qui en a encore pour 3 semaines où vous pouvez vous le procurer sans problème en kiosque. Vous pouvez toujours vous procurer en kiosque plus que jamais d'actualité pour comprendre les enjeux des batailles urbaines auxquelles on assiste notamment dans la bande de Gaza, donc le hors-série sur la guerre urbaine de 1937 à 2022 que j'ai signé avec mon camarade Nicolas Pontic pour Caractère. Donc lui aussi, il est toujours en kiosque. Petite nouveauté que j'ai récupérée la semaine dernière, un magazine, ou plutôt une espèce de MOOC, hein, puisque une couverture cartonnée, papier glacé, et donc vous voyez, belles iconographies, belles cartes, etc. C'est un éditeur allemand qui produit donc ce nouveau Focus, hein, c'est le titre ici, voilà, voilà on le voit bien, Focus sur l'AR, donc l'armée de terre allemande. Il l'avait précédemment et il a lancé précédemment le même type de publication sur la Luftwaffe et sur la Kriegsmarine. Donc voilà, je me le suis procuré, pardon, et c'est de très très bonne facture. La particularité, c'est que c'est bilingue. Alors, bilingue allemand-anglais, hein, pas en français, mais c'est richement illustré, avec des photos parfois qu'on connaît, des photos, vous voyez cette photo-là, bon, tout le monde la connaît, mais il y a des explications qui vous sont données autour de ce cliché. Vous avez donc de la cartographie quand même là aussi de qualité, hein. On est sur les standards que nous avons chez Caractère, mais je pense que c'est une publication, alors 28 euros, hein, je ne vous cache pas, je crois que c'est trimestriel. Le prochain numéro arrive au mois de février. Je ne manquerai pas de vous en parler également, mais je pense que c'est une publication intéressante si vous avez la possibilité de lire l'anglais ou l'allemand ou les deux, pourquoi pas. Faut se le procurer, ça vaut la peine. Et puis enfin, je termine toujours, hein, bien évidemment, par le troisième Panzer Corps, toujours disponible auprès de Caractère et puis sur les plateformes habituelles ou auprès de votre libraire en commande. Voilà. Donc, un très grand merci à vous pour votre fidélité. Donc, vous partagez, vous commentez, vous posez des questions, vous cliquez sur le pouce en l'air, et puis si vous avez compris la mécanique Nous sommes 3200 abonnés, nous pouvons faire quelque chose de grand financièrement en participant peu chacun d'entre nous, eh bien écoutez, n'hésitez pas à faire un don à cette chaîne en allant sur le lien PayPal qui est dans la description de la vidéo. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour le deuxième volet de cette présentation sur l'évolution de l'art de la guerre avant la Grande Guerre et la bataille de la Marne de 1914. À très bientôt.